Bonsoir. Moi, je vais parler en français. Je voulais d'abord vous dire que c'est un grand honneur et un très grand plaisir pour moi de participer à cet événement. Et que le thème sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est celui de la contribution, de la perspective internationale à la réflexion en matière de conservation du patrimoine. Pour le dire plus rapidement et plus simplement, qu'est-ce que la perspective internationale apporte ou a apporté à notre compréhension du patrimoine et de ce qu'il convient de faire pour le sauvegarder. C'est presque une question qui peut paraître aujourd'hui un peu provocante ou en tout cas à contre-courant. En effet, je crois qu'on assiste actuellement à une montée ou une remontée en puissance d'une approche plutôt locale et communautaire du patrimoine. D'un patrimoine qui serait en premier lieu celui des communautés dont il porte et transmet les valeurs, et donc avec une certaine suspicion à l'égard du multinationalisme de l'après-guerre. Parce que cette conception communautaire, elle est également, et c'est une conséquence assez logique, empreinte d'un relativisme général et assez méfiante à l'égard des idéaux d'universalisme qui ont été portés notamment par la Convention du patrimoine mondial. Pourtant, l'expérience de l'ICOMOS, qui est, comme on vous l'a dit, le réseau international des professionnels de la conservation, je crois qu'on est la principale organisation dans le monde avec plus de 10 000 membres à travers 150 pays. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer notre comité russe, ICOMOS Russie, qui est un comité qui a été recréé il y a 3 ans et qui est dirigé avec un dynamisme incroyable et qui compte déjà quasiment près de 400 membres. Et donc nous avons cette expérience de réseau international de professionnels du patrimoine et aussi notre expérience spécifique d'organisation consultative du comité du patrimoine mondial. Et cette double expérience, elle nous montre au contraire que ces idéaux d'universalisme et de vision internationale, ils sont loin d'être dépassés et qui peuvent au contraire nourrir, qu'ils ont nourri et qui continuent à nourrir une réflexion qui est très utile et très fructueuse pour le patrimoine. Pour ne pas être trop long, je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est celui du processus d'inscription des sites sur la liste du patrimoine mondial. C'est un processus auquel l'ICOMOS participe à travers l'évaluation des dossiers de candidature. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans ce travail d'évaluation, nous constatons presque toujours que même quand les dossiers sont préparés par les meilleurs experts du pays, ou des pays qui portent la candidature, l'analyse de ces dossiers par des experts internationaux qui appartiennent à d'autres horizons et à d'autres cultures permet très souvent de mettre en lumière des valeurs, des significations qui n'ont pas été forcément identifiées par les experts locaux en premier lieu. Donc on peut dire que le regard, la perspective internationale apporte un éclairage et une profondeur supplémentaire. Pour prendre un cas précis, je pourrais par exemple prendre l'exemple de l'œuvre de Frank Lloyd Wright, qui est en préparation pour inscription au patrimoine mondial. Ce qui était intéressant dans le dialogue que nous avons eu avec les experts en charge du dossier, c'est un exemple qui est en relation avec la Russie, c'est que finalement le rayonnement de Frank Lloyd Wright était très important dans la Russie des années 30, et que c'était un élément qui était très méconnu par les experts américains qui avaient travaillé sur le dossier, mais en même temps un élément qui était crucial pour bien comprendre l'influence du travail de cet architecte à travers le monde. Le deuxième exemple de l'importance de la perspective internationale, c'est peut-être celui de la réflexion sur le thème de l'authenticité. Donc l'authenticité, c'est un thème qui est central pour le patrimoine, c'est un thème qui est au cœur du débat sur la reconstruction, donc débat qui est revenu au premier plan avec les destructions massives au Moyen-Orient qui ont été évoquées tout à l'heure, ou aussi par les catastrophes naturelles provoquées par le changement climatique. Donc c'est une question qui est en première page des journaux français 2 semaines après l'incendie dramatique de Notre-Dame. Et je crois qu'on peut dire que, sans hésitation, la perspective internationale a permis d'élargir considérablement au cours des dernières années, des dernières décennies, le cadre de la réflexion sur l'authenticité. On est vraiment passé graduellement d'une conception de type très européen, qui était centrée sur l'authenticité physique, sur les matériaux, à une approche plus vaste, qui intègre aussi les aspects plus intangibles du patrimoine, à travers les significations, les usages, les coutumes. Et donc je crois qu'il est clair aujourd'hui
On peut dire que la déclaration de Nara sur l'authenticité, qui est née de ce dialogue interculturel intense, est devenue aujourd'hui un des éléments fondateurs de notre compréhension de ce qu'est le patrimoine. Le troisième exemple, je vais le prendre dans un domaine un peu différent, qui est celui des interactions entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Parce qu'on peut dire que pour nos organisations, qui sont dédiées à la conservation du patrimoine, la réflexion internationale a permis de faire évoluer profondément la compréhension des relations entre l'humain et la nature. Alors, sans entrer dans le détail des facteurs explicatifs de cette évolution, moi j'en soulignerai deux avec vous qui me paraissent les plus importants. Le premier, c'est la remise en cause générale dans tous les champs de la connaissance, du savoir, et donc bien au-delà du patrimoine, du dualisme occidental entre nature et culture. L'ouverture à d'autres cultures, d'autres modes de pensée, ainsi que les découvertes récentes dans des domaines tels que la biologie, les neurosciences, l'éthologie, ont joué un rôle fondamental. Et elles ont contribué à rendre beaucoup plus fluide, plus poreuse la frontière, qui était traditionnellement très rigide, entre nature et œuvres humaines, que l'on appelle les œuvres humaines, culture, société ou histoire. L'autre facteur qui a joué, c'est la prise de conscience que, avec tous les événements récents, dans une très large mesure, la conservation du patrimoine naturel et la conservation du patrimoine culturel font face aux mêmes menaces et rencontrent les mêmes difficultés. Et ils doivent relever les mêmes défis, qu'il s'agisse de croissance urbaine, de tourisme de masse ou de changement climatique. Et donc, c'est à travers cette réflexion qui était nourrie d'échanges interculturels que le patrimoine culturel dépasse largement aujourd'hui les seuls sites et les monuments. Et je pense que si ICOMOS était créé aujourd'hui, il ne s'appellerait pas Conseil international des monuments et des sites. Ce serait certainement un autre nom, parce que le patrimoine culturel est devenu beaucoup plus vaste et il fait une large part, une part même centrale, par exemple, aux paysages culturels, qui sont vraiment situés à l'intersection de l'humain et de la nature. Et puis pour conclure et pas être trop long, je vous dirais justement dans ce domaine-là qu'un des projets importants sur lesquels nous travaillons aujourd'hui à l'ICOMOS, en collaboration avec une organisation sœur qui est l'UICN, l'autre organisation consultative de l'UNESCO, c'est un projet qui s'appelle Connecting Practice et qui vise précisément à une meilleure intégration des pratiques culturelles et des pratiques naturelles en matière de conservation des paysages. Voilà, ça c'est un projet qui est très important pour notre réseau, nos membres, et qui justement va dans ce sens de rapprochement du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. Voilà, je vous remercie.